Bienvenue dans ce nouvel épisode de Conversation. Je suis Daniel Murgui-Thomas, journaliste télé devenu coach en leadership émotionnel et prise de parole en public. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question comment mieux gérer le retour d'un salarié après une longue absence. En effet, qui n'a pas vécu parmi vous le retour d'un collègue ou n'a pas été soi-même en perte de repère en revenant en poste après par exemple un congé maternité ou une mission à l'étranger. Ce qui pourrait être une richesse pour l'entreprise se transforme souvent en fiasco humain. Ainsi, une femme sur deux change d'employeur dans les 18 mois suivant son retour de congé maternité. Des solutions existent pourtant afin d'accompagner collaborateurs et organisations avant, pendant et après. Voyons par exemple celle proposée par mes deux invités, Isabelle Guégan et Vanessa Teresa Goliard, fondatrices du programme Retour à bord. Bonjour. Bonjour Daniel. J'ai envie de vous dire, bienvenue à bord, sachant que vous avez un programme qui s'appelle Retour à bord. Tout à fait, c'est le nom de notre solution et de nos parcours sur mesure pour réussir justement le re-onboarding après une longue absence. Alors autant faire le tour de l'équipage et vous présenter chacune avant de regarder en détail les solutions que vous proposez et que chacune et chacun se rende compte de la nécessité d'anticiper, de penser l'accueil, le retour en entreprise d'une ou d'un collaborateur. Qui veut bien commencer parmi vous deux? Oh, moi, je veux bien. Donc, moi, je suis Isabelle Guégan, je suis cofondatrice avec Vanessa Teresa Goliard de Retour à bord, dont nous allons parler aujourd'hui. C'est vrai qu'avec Vanessa, quand on s'est rencontrés, on a tout de suite matché. Enfin, souvent, on dit qu'il n'y a pas de hasard dans les rencontres et dans la nôtre, c'était clairement pas un hasard et une vraie connexion, un vrai lien en fait, où on a parlé de nos vécus professionnels qui sont à la fois très différents et complémentaires. Et on a vraiment compris et surtout expérimenté le gâchis humain après le retour en poste, après des longues absences. Donc on a mis en commun nos passions communes pour l'humain et puis la réalité terrain qu'on a vécue pour lancer Retour à bord. Donc, pour me présenter sommairement, moi, j'ai passé 30 ans dans les études médias en direction commerciale, marketing, stratégie. Et vraiment, ce qui a rythmé mon quotidien, c'est vraiment le management d'équipes multiculturelles et puis aussi la coordination internationale. Et aujourd'hui, je suis manager de transition, business coach, et je mets au service des entreprises mon expertise en développement de business et de talent, justement pour adresser les organisations et faire mieux dans leur développement et leur transformation. Et je mets vraiment mon focus aujourd'hui sur le développement des périodes charnières des talents. C'est à votre tour, Vanessa, et ça tombe bien parce que vous êtes une experte en co-construction, sachant que l'offre que vous avez aujourd'hui à nous présenter, elle est co-construite aux côtés d'Isabelle. Absolument. Et je ne sais que rajouter par rapport à ce que Isabelle disait. C'est vrai que quand on s'est rencontrés avec Isabelle, on a vraiment beaucoup partagé sur ce qu'on avait vécu l'une et l'autre en étant confrontés durant nos parcours à des situations dans lesquelles, dans nos équipes et dans d'autres équipes, des personnes étaient amenées à vivre ces absences de longue durée. Et en confrontant effectivement ces situations, on s'est dit, mais on a quelque chose à faire. On avait chacune en fait des bribes de projets à ce sujet, et on s'est vraiment dit, ok, en fait, co-construisons les choses et allons-y pour co-construire. Et donc, moi, pour revenir un petit peu sur mon parcours et ce qui nous a amené à nous rencontrer, à faire cette démarche ensemble, à construire Retour à bord, moi, j'ai accompagné pendant presque 20 ans des grands distributeurs, des producteurs de produits de grande conso, des assurances, des banques dans leur processus d'innovation. Avec vraiment pour objectif d'innover sur des nouveaux produits, sur des nouveaux services. Très rapidement, au bout de quelques années, je me suis rendu compte que l'innovation, elle n'était pas sur les produits ou les services, mais elle était sur l'humain et sur la manière dont on pouvait aller accompagner et l'individu et le collectif à mieux mettre en valeur chacun en fait au service justement d'approches qui soient collectives.
Donc moi, j'ai tout le temps mis mon focus en fait là-dessus, vraiment sur le côté innovation managériale, avec des outils qui facilitent plus le pas de côté. Donc, vous parliez de co-construction, et c'est vrai que dans la co-construction, il y a des outils que j'aime particulièrement, qui est notamment le Lego Serious Play, qui en fait permet de visualiser, hein, de faire ce petit pas de recul, hein, par rapport à certaines situations. On l'utilise dans nos parcours retour à bord, ça aide énormément. Et dans la foulée de ça, ben, effectivement, avec ce projet entrepreneurial qui, moi, me tenait, hein, depuis un certain temps, quand j'ai rencontré Isabelle, on s'est dit, allons-y, faisons vraiment les choses pour mettre ce focus sur les retours en poste après des absences de longue durée qui créent des situations tellement catastrophiques, hein, pour l'individu, pour le collectif, hein, qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, on y est allé. Sachant que vous avez défini 4 parties prenantes sur le retour d'un collaborateur, la collaboratrice, bien sûr, son manager, l'équipe et le donneur d'ordre. Absolument. Oui, absolument, parce que il y a beaucoup d'approches qui existent, qui sont vraiment très centrées exclusivement sur le collaborateur. Nous, on a pris du recul par rapport à ça, et le collaborateur, il vit dans une situation de culpabilité. Et en fait, cette culpabilité, elle est générée par le fait que, pour une bonne ou une mauvaise raison, hein, il a dû quitter son poste, pendant plus de 3 mois, puisque en fait, une absence de longue durée, c'est plus de 3 mois en dehors de son organisation. Et cette culpabilité, elle est générée par le fait que, typiquement dans une situation de burn-out, la personne se sent responsable du fait qu'elle n'a pas su gérer, elle n'a pas été à la hauteur. Dans une situation de congé maternité, la femme se dit qu'elle n'est pas là pour gérer ses dossiers, hein, parce que physiquement, elle doit se consacrer à autre chose. Et en fait, cette culpabilité, nous, on l'a abordée sous l'angle du collectif. Ça n'est pas exclusivement le collaborateur ou la collaboratrice qui sont concernés par ça. Autour, il y a tout un écosystème. Et donc, il y a effectivement ces parties prenantes que vous avez évoquées. Et c'est hyper important et on insiste vraiment sur la sensibilisation. Tu parlais, Vanessa, du manager, mais souvent le manager, il est démuni, il n'a pas les clés, que ça soit au retour de congé maternité et aussi, et on le voit dans les accompagnements que l'on fait actuellement dans retour de burn-out, souvent les managers sont complètement démunis face à la souffrance au travail. Donc il y a vraiment un travail important de sensibilisation, de pédagogie pour amener les clés, la bonne posture. Et l'équipe, elle a tellement besoin de se sentir reconnue en tant qu'équipe. Et souvent, elle a absorbé une charge de travail supplémentaire vraiment importante. Donc, c'est important aussi de l'embarquer avec nous. Donc, c'est pour ça que retour à bord, ça évoque le bateau, l'embarcation. Mais c'est vraiment ça qu'on a voulu qu'on construire avec Vanessa. Et pour le donneur d'ordre, souvent, c'est la RH ou ça peut être effectivement euh, le département expérience collaborateur ou engagement collaborateur. C'est important qu'on soit là aussi en soutien et en support. Donc, retour à bord et vraiment embarque toutes les parties prenantes dans un cercle vraiment vertueux et très apprenant. Or, c'est assez incroyable de voir que dans un cas sur deux, aucune action n'est mise en place au retour du Mais oui, salarié absent. aucune, il n'y a rien. Et c'est pour ça qu'on a pris ce sujet à bras-le-corps. On s'est dit, mais dans un cas sur deux, mais c'est incroyable. On a d'autres chiffres à te communiquer, Daniel, qui sont mais complètement éloquents. Enfin, on peut en dire un. À ton avis, au retour, après une absence de longue durée, donc de plus de 3 mois, que ce soit congé maternité, maladie, burn-out, retour d'expatriation, à ton avis, combien de collaborateurs restent pleinement engagés à leur retour? Est-ce que c'est 60%, 50%, un peu moins? Oh, je dirais, pour couper la poire en deux, un sur deux, C'est 31%. c'est terrible. Et ça, c'est issu du baromètre de l'absentéisme. C'est 31%. C'est incroyable le gâchis que ça va Et constituer. voilà, mais c'est pour ça, il y a toute une littérature, enfin c'est vrai que, enfin, on a, comme on t'a dit, on a vraiment expérimenté le terrain, on a interviewé énormément de personnes et dans les accompagnements qu'on mène, on le voit au quotidien, mais ce chiffre-là est vraiment éloquent.
Et il y en a un autre aussi qu'on aime bien dire, c'est sur l'expérience collaborateur. Justement, les entreprises qui mettent en place une vraie expérience collaborateur, elles ont 5 fois plus de chances de retenir un salarié et de le faire engager. Et c'est vrai, quand je suis engagée, je reste en fait dans mon entreprise. Et ça, c'est quand on connaît le coût de l'absentéisme et du turnover, c'est vraiment un sujet fort qu'on prend vraiment à bras-le-corps avec Vanessa. J'imagine effectivement que lorsque un collaborateur, une collaboratrice démissionne, qu'elle est par exemple manager, d'abord il faut en recruter un autre, et puis la former, et que cette personne atteigne le niveau de celle à laquelle elle succède. Donc c'est un temps perdu incroyable, de l'argent, enfin, et puis bien sûr une équipe qui entre-temps a perdu ses repères. Bah, c'est exactement la raison pour laquelle, effectivement, on insiste sur le côté fidélisation des collaborateurs, hein, et rétention, ce qu'évoquait Isabelle. C'est que malheureusement, hein, en fait, quand on disait il y a une femme sur deux, hein, qui, dans les 18 mois, change d'employeur, et en plus ce chiffre est en train de descendre à 14 mois. Donc, en fait, on est en train de réduire ce temps, finalement, sur les derniers chiffres là, du baromètre de 2023. Donc, ce temps est vraiment en réduction. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, pour le manager, pour l'équipe, pour l'entreprise, ils se retrouvent dans une situation où leur talent, leur employé, leur collaboratrice part avec tout, en fait, toutes ces capacités d'encadrement, toutes ces compétences qui ont été développées, qui ont été mises à profit de l'entreprise. Et l'entreprise se retrouve dans une situation où c'est difficile de recruter des personnes au bon niveau, avec les mêmes compétences, et en plus, ce temps de formation. Et finalement, nous, dans les exemples que l'on a, typiquement, on peut parler de l'exemple d'Elena, qui s'est retrouvée dans cette situation en début d'année 2023. Elle a fini par quitter son poste parce que malheureusement, quand elle est revenue de son congé maternité, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas la possibilité de partager ses nouvelles aspirations, ces nouvelles problématiques aussi de temps, d'organisation, vie familiale, vie professionnelle. Et en fait, elle s'est retrouvée confrontée à une espèce de mur d'incompréhension. Heureusement, ce n'est pas toujours le cas, hein. Et donc là, on dresse un peu le portrait d'une situation extrême. Mais très souvent, on est confronté à ça, et nous, on en entend plein des histoires comme ça, où finalement, la femme revient, se retrouve confrontée à ces nouvelles problématiques logistiques auxquelles souvent elle est aidée, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises en fait qui proposent des places en crèche, qui proposent des possibilités en fait d'accueil du bébé, etc., et d'adaptation aussi du temps de travail. Par contre, il y a un point qui n'est pas adressé, c'est s'autoriser à se projeter vers des nouvelles aspirations, des nouvelles envies professionnelles, et donc possiblement à changer de poste, à évoluer vers autre chose qui correspond mieux. Et ça, c'est très peu adressé, hein, et ça génère effectivement ces situations où finalement, voilà, dans un cas sur deux, la femme bouge, elle va ailleurs, et l'entreprise se retrouve malheureusement démunie. Et donc, Elena, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie. Et l'entreprise, là, on a eu des nouvelles, l'entreprise a réussi à recruter 11 mois après une personne qui corresponde vraiment réellement en fait aux mêmes compétences et aux mêmes responsabilités, hein, et on sait qu'ils vont en avoir pour 8 mois à la former. Donc, c'est des situations qui sont extrêmement compliquées d'un point de vue organisation. Et c'est la raison pour laquelle, justement, on se disait, c'est tout un écosystème, en fait, qui est autour de ces situations-là. Ce n'est pas exclusivement la situation d'Elena, et on ne peut pas adresser cette situation-là juste en donnant un petit coup de pouce, type quelques sessions d'accompagnement auprès d'Elena. Ça ne suffira pas. Ça sera juste mettre un petit pansement. Il faut qu'on puisse adresser et le manager en termes de sensibilisation et toutes les autres parties prenantes, y compris l'équipe, comme tu le disais, Isabelle, ça c'est un point super important. Et je voulais rajouter, il y a effectivement, on sait bien ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise se voit aussi en extérieur. Et j'aime beaucoup le concept de symétrie des attentions, c'est-à-dire que la satisfaction client,
mais elle est au cœur de toute entreprise. Et on sait bien que quand un collaborateur, est engagé, il va forcément être plus performant, plus productif, et le client sera d'autant plus satisfait. Et là aussi, on a des chiffres. Et c'est vrai que les entreprises qui font le choix d'une vraie stratégie d'expérience collaborateur, comme on l'entend, ont 2 fois plus de chances de satisfaire leurs clients. Donc là aussi, tout est lié, c'est-à-dire que c'est vraiment vertueux et c'est hyper important. On a vraiment une corrélation entre engagement, fidélisation, rétention des talents et satisfaction client. Pour nous aussi, c'est hyper important de mesurer ces KPI-là qui sont le nerf de la guerre, les clients, c'est clair. Ça me rappelle une devise des motards qui s'applique à la communication, qui est voir loin et large. Dit Hmm. autrement, manager, c'est prévoir. La feuille de route, finalement, c'est laquelle que vous allez proposer à une entreprise qui apprend que peut-être un congé maternité ici ou simplement l'envoi en mission à l'étranger d'un collaborateur va poser la situation de l'absence de longue durée. Alors, nos parcours sont toujours sur mesure. C'est vrai que c'est important déjà de faire un audit, un diagnostic, de parler effectivement avec l'organisation en question, de voir s'il y a un collaborateur ou plusieurs, parce qu'on pourra citer un cas où on adresse effectivement euh, une dizaine de burn-out sur les 2 dernières années. Donc, on n'adresse pas de la même manière un cas ou deux isolés ou une dizaine de burn-out. Donc, à chaque fois, ça va être sur mesure avec, comme on l'a dit au préalable, embarquer toutes les parties prenantes. Donc, sensibilisation, pédagogie, accompagnement individuel et collectif, ça, on y tient au collectif pour justement créer notamment des groupes de pairs, des groupes de travail pour avancer ensemble et être vraiment dans l'apprentissage. Et du coup, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, Isabelle, Oui. c'est qu'en fait, on a évidemment, quand on prend des situations qui sont prévisibles, typiquement congé maternité, départ en expatriation, je rajoute aussi tout ce qui est mécénat de compétences, Mm. parce que ça, c'est un champ, alors pour être tout à fait honnête, qu'on a découvert, mais on a été interrogé là-dessus, on ne l'avait pas anticipé, hein, mais c'est des choses qui se développent de plus en plus et qui créent en fait au retour aussi des questionnements et un retour à bord un peu spécifique. Donc, on a ces absences de longue durée qui sont prévisibles. Dans ces cas-là, évidemment, on anticipe, enfin, comme mentionné, effectivement, le retour à bord, c'est oui, on voit loin et donc on envisage en fait qu'il y a un moment, on va débarquer, mais on va réembarquer. Le débarquement, il est super important. Donc, dans les situations de prévisibles, on accompagne le débarquement. Donc, on va être présent au niveau du débarquement. Et ça veut dire qu'on anticipe sur l'organisation en fait de l'absence de longue durée. Et ensuite, évidemment, tout le focus va se faire au retour, en anticipant un tout petit peu, évidemment, sur le retour à la fin de l'absence de longue durée. Et puis ensuite, on a les autres situations qui sont les situations qui ne sont pas prévisibles. Et donc, les situations qui ne sont pas prévisibles, comme tu disais, Isabelle, typiquement burn-out, là, c'est des cas qui sont un peu plus complexes, bien sûr. C'est des situations qui, en plus, sont hypersensibles de communication avec l'entreprise. Et là, je rebondis sur Isabelle, ce que tu disais, il y a l'accompagnement individuel et l'accompagnement collectif est super important. C'est-à-dire que là, dans le cas du groupe de pairs qu'on a créé avec malheureusement une entreprise qui a vécu beaucoup de cas de burn-out, on a réussi à faire entrer dans ce groupe de pairs collectif quasiment toutes les personnes qui ont vécu les burn-out. Comment? Justement en leur présentant cette possibilité de pouvoir libérer la parole sur des situations qui sont complexes, qu'eux-mêmes ont du mal à digérer, et de pouvoir s'ouvrir en fait à des pairs qui ont vécu la même chose, mais pour des raisons différentes, dans un groupe en totale bienveillance. C'est-à-dire qu'un truc qui est vraiment super important, c'est que ce qui se dit au niveau de ce groupe de pairs ne sera pas diffusé au sein de l'entreprise. Et ça, c'est un truc auquel on tient, qui est vraiment, vraiment
de la plus haute importance, c'est que tout ça se fait en toute confidentialité. On est sur des sujets qui sont quand même vraiment très, très sensibles, de gens qui se posent la question, y compris de est-ce qu'ils reviennent pas au sein de l'entreprise. Et quand ils font le choix de faire ce pas, de se dire, OK, je vais rentrer dans ce collectif qui va me permettre d'aller au-delà finalement de juste la situation vécue et de construire un apprentissage de cette situation vécue, là, on sait qu'on a gagné le premier pas vers le retour, en fait. Je suppose que dans les cas heureux d'éloignement, comme par exemple un congé maternité, vous préconisez de maintenir le lien, parce que ça peut être une des causes, des fois, de la difficulté du retour. Absolument. Absolument. Alors, ce n'est pas une obligation légale, bien évidemment, mais quand c'est possible, quand le collaborateur est OK pour ça et quand le manager est suffisamment sensibilisé, c'est toujours intéressant, effectivement, de maintenir ce lien sans qu'il soit trop intrusif, mais au moins avant, un peu avant, en amont du retour. Oui, oui, c'est vraiment important pour préparer au mieux le retour en poste après cette période heureuse, absolument. Pareil pour les expatriés qui sont en mission loin. Ouais, enfin, pour les expatriés, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on intervient, nous, on propose toujours systématiquement d'intervenir un peu avant le retour. Alors, il y a des gens qui sont OK pour qu'il y ait des points de contact assez récurrents pendant l'absence. Et puis, il y en a qui le sont moins. Mais par contre, on met vraiment un point d'honneur à ce que le contact se recrée avant le retour. Parce que typiquement, voilà, retour à bord, en fait, on prépare sa valise pour monter à bord. Et c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, juste en sautant sur le ponton. Donc, il faut avoir préparé ses affaires, sa petite valise, son petit kit, ses éléments pour voyager finalement. Et du coup, nous, on propose vraiment en fait de préparer sa valise ensemble. Si je dois prendre cette image-là, c'est préparer sa valise ensemble pour pouvoir être à même d'avoir tous les éléments, tout ce qu'il faut et d'être dans l'état d'esprit. Et en fait, quand on dit préparer la valise en amont, là, on parle du collaborateur/collaboratrice, mais on parle aussi du manager. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe, c'est que pourquoi il ne se fait rien aujourd'hui, et on dit, et Daniel, vous mentionniez tout à l'heure que dans un cas sur deux, il ne se passe rien. Oui, mais pourquoi? On ne peut pas mettre exclusivement en fait la faute sur les organisations et les managers, parce que les pauvres, ils sont toujours pris en sandwich. Donc, on ne peut pas tout leur remettre sur le dos. La plupart du temps, c'est parce qu'ils ne savent pas faire. Ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas forcément le petit kit, la valise qu'il faut, justement. Donc, nous, on leur propose et on les accompagne à avoir cette petite mallette qui va leur permettre de gérer un entretien de retour avec le collaborateur et d'avoir cet accompagnement sur la première période du retour qui va faire que, une fois qu'il l'aura fait une fois, il pourra le reproduire et il sera insensibilisé, de former, et en fait, ça deviendra une pratique complètement courante dans son mode de fonctionnement. Et ce qui est hyper important, un mot qui me vient là, c'est le mot reconnaissance. C'est-à-dire que là, le collaborateur, la collaboratrice se sont reconnus intrinsèquement et se sont reconnus dans son poste. Et voilà, et c'est super important ça. Le sens, la reconnaissance et la cohésion. Super important. Et d'ailleurs, juste pour j'aime bien les chiffres parce que ça marque. Et c'est vrai qu'il y a un baromètre BVA Human Network qui est sorti il y a pas longtemps justement sur les défis des DRH européens. Et les 3 défis, c'est vraiment ça, c'est la cohésion interne, le sens au travail et la reconnaissance. Et qui sont intimement liés, bien évidemment, pour l'engagement et pour la rétention des talents. Et justement, on joue sur ces différents leviers avec retour à bord. Et pour nous, c'est vraiment essentiel. Désolée, je coupe un petit peu, Isabelle, mais là, pour moi, c'est hyper important en termes de reconnaissance de parler on a donné des petits noms aux personnages qu'on aime bien. Alors, vrais personnages, mais on a changé les noms, parce que sinon, c'est un peu embêtant. Mais Antoine, typiquement, qui a vécu un burn-out, le côté reconnaissance, hyper important. Vraiment, alors mais tu as raison de parler d'Antoine. On a échangé avec lui il y a quelques mois déjà, et Antoine,
voilà, dans une entreprise internationale, import-export, hyper investi dans son travail, la tête dans le guidon, il n'a rien vu venir. Et un jour, il n'a pas pu se lever, avec une énorme culpabilité, surtout que son manager n'y a rien compris. Son équipe était complètement dépassée et il était effectivement très, très mal. Donc, il a été arrêté 5 mois pour burn-out et il nous a confié combien, justement, il aurait aimé être accompagné pendant cette période, être reconnu pendant cette période et pas simplement reconnu comme celui qui a craqué et qui a été moins fort que les autres. Et c'est vrai que du coup, il a vécu excessivement mal son retour au travail. Sont suivis d'autres arrêts maladie, des arrêts, ce qu'on appelle des arrêts perlés, forcément avec des dysfonctionnements internes, et surtout pour lui, une incapacité à gérer ses tâches quotidiennes. Donc, comme pour Elena, dont on parlait tout à l'heure et dont Vanessa évoquait effectivement le départ, Antoine n'a pas eu d'autre choix que de partir. Et c'est vrai que, comme pour Elena, son entreprise a mis énormément de temps à le remplacer et ça a engendré énormément de tensions dans l'équipe. Et on revient à ce qu'on disait en préambule de notre conversation, mais quel gâchis, vraiment quel gâchis. Alors qu'il y a vraiment des leviers à activer qui sont clés pour empêcher ce gâchis et justement être dans la reconnaissance, le chance et embarquer et être dans l'engagement et la rétention des talents. Vous parlez burn-out, bienveillance, culpabilité. Ce sont des thématiques qui pourraient être celles du quotidien d'un psychologue du travail. En fait, j'ai le sentiment que vous êtes au cœur de l'amélioration de la qualité de la vie au travail, cette fameuse Mm. QVT. Oui, oui, absolument. Et on aime bien dire aussi qu'on est au cœur de la RSE et notamment qu'on adresse le volet social et sociétal de la RSE. Et on est fiers de ça avec Vanessa, effectivement, d'aborder cette thématique-là et d'échanger sur ce sujet de la RSE parce que vraiment, retour à bord allie care et aussi performance. On est vraiment dans les deux. Et on va même au-delà de la qualité de vie au travail. C'est quelque chose qui génère un management plus collaboratif. Donc, pour rebondir sur ce que disait Vanessa tout à l'heure avec l'importance du collectif, on est vraiment au centre de ça, avec l'humain au centre, bien évidemment. Et alors moi, je veux juste rajouter par rapport à ce que tu disais, Isabelle, un élément, c'est qu'en fait, tout ça, ça se fait, ça se fait via, je reprends l'image de cette fameuse valise. Dans la valise, on y met un certain nombre de choses. Et en fait, on ajoute des éléments qui vont au-delà de l'aspect psychologique, au-delà en fait même plus loin effectivement que la qualité de vie. Et donc, comme tu disais, Isabelle, c'est vraiment aller vers cette dimension sociétale de la RSE. Pourquoi? Parce qu'on met un point d'honneur à ce qu'il y ait des apprentissages qui soient issus de cette période d'absence. Et quand je dis on met un point d'honneur, c'est que ce n'est pas une démarche qui est naturelle. On a tendance dans les organisations à considérer que on va de l'avant, on avance, il y a des situations compliquées qui ont été vécues. Le côté droit à l'erreur et apprentissage de ces erreurs, déjà, ce n'est pas dans la culture française. Et on a tendance dans beaucoup d'organisations à pas le considérer comme des éléments d'apprentissage, en fait, les erreurs qui ont été faites. Nous, on se dit, bah oui, en fait, une absence de longue durée, ça peut être considéré comme une erreur de parcours. Parce qu'en fait, dans l'expérience d'un collaborateur, le collaborateur lui-même peut considérer ça comme une erreur de parcours, quelle que soit la situation vécue d'ailleurs, et l'organisation le voir de cette manière-là. Et finalement, le fil rouge que l'on crée avec cette fameuse valise dans laquelle on va rajouter des éléments, des petits manuels, le petit kit de survie, tous ces éléments en fait qui vont permettre de considérer que on apprend de toutes les étapes que l'on a dans notre expérience. Et en fait, ce bateau, quelle que soit l'étape à laquelle il va nous laisser et il va nous reprendre, il va nous permettre de rajouter un petit bouquin d'apprentissage et un petit élément d'apprentissage. Et alors là, sur les soft skills, dans les groupes de pairs que l'on a, mais
Enfin, c'est ouverture à la beauté des apprentissages, hein. On pourra en donner quelques exemples à l'occasion, mais voilà, c'est vraiment ça le fil rouge, hein, et ce qui crée que on est on met les gens dans une dynamique, hein, qui est vertueuse, pour le collectif, pour l'individu et pour le collectif. Ouais, et juste pour boucler sur cette image de la valise, c'est vrai que tu parlais de soft skills, Vanessa, mais quand on arrive, quand on revient effectivement en poste après une longue absence avec une valise, il y a plein de nouvelles choses dedans. Des nouvelles choses apprises, que ça soit la résilience, la créativité, l'adaptabilité. Donc, on a plein de choses aussi à communiquer et à partager aux autres. Donc, on part avec une valise et on revient avec une valise en tant que collaborateur qui souvent est pleine de nouvelles pépites, en fait. C'est ça aussi qui est intéressant. Vos témoignages ont trait à ce que j'appellerais des expériences ou plutôt des accompagnements en intra. Ouais. Vous envisagez la mobilisation de pairs, cette fois-ci en inter-entreprise? Ouais, Et mais là, on très, touche à notre oui. rêve, en fait. On Ça, a c'est envie de notre parler en rêve. même temps. On a envie de parler en même temps tellement on trouve, Daniel, ta question. Mais bien sûr, c'est notre ambition à terme, à Ouais. court terme avec Vanessa, bien sûr. Oui, oui, et c'est juste une question de mise en œuvre et de trouver, en Oui, fait, l'opportunité pour que ça se crée, que ce soit que ce soit, en fait, des situations, qui puissent prêter effectivement à ce qu'on crée ces groupes, entre entreprises. Ça démultipliera les mm, apprentissages et du coup, ça générera encore plus, de matière dans ces fameuses valises que les collaborateurs pourront ouvrir avec tous ces cadeaux à partager en collectif au sein de l'équipe. Isabelle et Vanessa, si l'on veut vous contacter, il y a un site internet, une adresse mail. Oui, absolument. absolument, absolument. Le site internet de Innovita/retour à bord et adresse mail qu'on peut transmettre isabelle.guégan@retourabord.com et vanessa.teresagoliard@retourabord.com. Et ça sera un grand plaisir de pouvoir partager sur ces thématiques et d'ouvrir la parole sur ces sujets qui restent encore très sensibles. Oui, très sensible et vraiment important. Donc, on est là avec Vanessa pour les adresser de manière, comme on le disait, vertueuse, apprenante, avec cœur et performance. Bon vent à toutes les deux et merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Daniel. Ainsi se termine ce nouvel épisode de Conversation, avec pour invité Isabelle Guégan et Vanessa Teresa Goliard, fondatrices du programme Retour à bord. Pour en savoir plus sur leur accompagnement au retour d'un collaborateur en entreprise, une seule adresse, www.innovita.com, Innovita avec 2V, /retour-à-bord. Et pour découvrir mon offre de formation et de coaching en communication interpersonnelle via la méthode Arc-en-Ciel Disque, une seule adresse, www.mediatraining-formation.fr.